6 juin 1944, à 6h30. Griita Inrikso était accroupi à l'intérieur d'un bunker en béton surplombant une étendue de sable que les Américains appelleraient bientôt Omaha Beach. Il avait 20 ans, un fils de ferme de Basse-Saxe qui n'avait jamais tiré avec une arme sur un autre être humain. Dans les 9 heures suivantes, cela allait changer d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le bunker était désigné Widerstands Nest 62, l'une des 15 positions fortifiées le long de ce secteur du mur de l'Atlantique. So y avait été affecté 3 mois plus tôt. Il avait aidé à creuser des tranchées, à tendre des barbelés et à positionner les mitrailleuses qui pointaient désormais vers la Manche. Il connaissait chaque mètre de la plage en contrebas. Il savait exactement où se trouvait la ligne de marée, où le sable cédait la place à la roche, où les hommes tentant de traverser devraient se regrouper dans les zones de mise à mort que ses officiers avaient soigneusement définies. À travers la brume matinale, So regarda l'horizon se remplir de navires, des centaines, puis des milliers. On lui avait dit que le mur de l'Atlantique était imprenable. On lui avait dit que les Américains étaient mous, indisciplinés, pas préparés à une vraie guerre. On lui avait dit beaucoup de choses. Son officier commandant, le lieutenant Bernard Frère King, lui avait dit la veille au soir que si le débarquement venait, il devait l'arrêter sur la plage. Pas dans le bocage, pas dans les villages, sur la plage. Le maréchal Rommel lui-même avait dit que les premières 24 heures seraient décisives. Si l'ennemi obtenait une tête de pont, l'Allemagne perdrait la guerre. Rien de tout cela ne le prépara à ce qui suivit. Ce que Heinrich So a été témoin ce matin-là, et ce qu'il a passé le reste de sa vie à essayer de comprendre, fut le début d'un changement profond dans la façon dont les soldats allemands percevaient leur ennemi américain. Un changement qui a transformé le mépris en confusion, la confusion en respect réticent, et le respect en quelque chose approchant la peur. Ceci n'est pas une histoire sur les batailles, c'est une histoire sur la perception, sur la façon dont toute une armée de soldats professionnels a été forcée de reconsidérer tout ce qu'elle croyait savoir sur les hommes qu'elle combattait. Et cela ne commence pas sur les plages de Normandie, mais dans les déserts brûlants d'Afrique du Nord, 18 mois plus tôt. En février 1943, les soldats de l'Afrika Korps avaient toutes les raisons d'être confiants. Ils étaient des vétérans. Ils avaient passé 2 ans à combattre les Britanniques à travers la Libye et l'Égypte. Ils avaient été menés par Erwin Rommel, le renard du désert lui-même. Ils savaient comment gagner. Ces hommes avaient survécu à la fournaise de la guerre du désert. Ils avaient appris à combattre dans des tempêtes de sable qui réduisaient la visibilité à néant. Ils avaient dû maîtriser l'art du combat de chars à travers de vastes espaces ouverts où une seule erreur tactique signifiait la mort. Ils avaient de fait face aux forces du Commonwealth britannique à Tobruk et à El Alamein. Ils avaient le poussé à moins de 100 km du canal de Suez. Ils se considéraient, avec une justification considérable, comme faisant partie des meilleurs soldats du monde. Lorsque la nouvelle arriva que des troupes américaines avaient débarqué au Maroc et en Algérie dans le cadre de l'opération Torche en novembre 1942, la réaction parmi les soldats allemands alla de l'amusement au mépris total. Un caporal de la 15e Panzerdivision écrivit à la maison à la mi-février 1943 avec une évaluation typique. « Nous avons combattu l'Amish il y a quelques jours, dit-il, utilisant l'argot allemand pour les Américains. Et nous avons détruit plus de 90 de leurs chars. Nous allons les faire sauter, lui et toute sa racaille, en enfer. » Cette attitude n'était pas seulement de l'arrogance née de la victoire. Elle était ancrée dans des croyances profondément ancrées sur la société américaine elle-même. La propagande allemande avait passé des années à dépeindre les États-Unis comme une nation décadente, obsédée par l'argent, affaiblie par le mélange racial, incapable de produire de vrais soldats. L'opinion dominante dans la Wehrmacht était que les Américains étaient des amateurs jouant à la guerre, tandis que les professionnels allemands faisaient le vrai combat. La bataille du col de Kasserine en février 1943 semblait confirmer tout ce que les Allemands croyaient. Les forces de Rommel déchirèrent les unités américaines inexpérimentées, infligeant plus de 6000 pertes, dont environ 300 tués, 3000 blessés et 3000 capturés. Des chars américains brûlaient dans les collines tunisiennes. L'infanterie américaine fuyait en désordre. Les commandants américains perdaient le contrôle de leurs unités.
Les problèmes dans les forces américaines étaient réels et nombreux. Les unités étaient dispersées sur de larges fronts sans coordination adéquate. Les communications tombaient en panne à plusieurs reprises. Certains renforts étaient arrivés au front seulement quelques jours avant la bataille, beaucoup n'ayant jamais terminé leur entraînement de base. Un régiment reçut son premier chargement de bazooka le 12 février et dut apprendre à les utiliser contre des blindés allemands 2 jours plus tard. Le major général Lloyd Fredendall, commandant le 2e corps américain, avait positionné ses forces d'une manière qui invitait au désastre. Les unités étaient dispersées sur un front de 50 km. Les groupes de combat étaient fragmentés et incapables de se soutenir mutuellement. Lorsque l'attaque allemande arriva, les formations américaines furent vaincues en détail, une pièce à la fois. Les équipages de chars allemands parlaient des combats tunisiens avec quelque chose approchant de la joie. Après des années à affronter les Britanniques méthodiques et bien approvisionnés, ils trouvèrent les unités américaines désorganisées et facilement paniquées. Les panzers traversaient des positions américaines qui auraient dû tenir. L'infanterie se dispersait sous la pression allemande. Les officiers perdèrent le contact avec leurs hommes. Rommel lui-même partagea initialement le point de vue méprisant de ses troupes. Il avait étudié les positions américaines, noté le déploiement dispersé de leurs forces et identifié ce qu'il appelait des faiblesses fondamentales dans leur pensée tactique. Les Américains, croyait-il, étaient à des années de devenir des soldats compétents. Mais quelque chose arriva pendant ces 5 jours à Kasserine que Rommel n'attendait pas. Quelque chose qui planta la première graine du doute dans les esprits allemands quant à leur évaluation des capacités de combat américaines. Le 4e jour de la bataille, la résistance américaine se durcit. Les tirs d'artillerie, qui avaient été sporadiques et mal coordonnés au début, devinrent soudainement d'une précision dévastatrice. Les unités d'infanterie qui avaient été brisées lors de l'assaut initial se reformèrent et contre-attaquèrent. La retraite que Rommel s'attendait à voir devenir une déroute se transforma plutôt en un retrait organisé en combattant. Le 22 février, Rommel prit une décision qui surprit son propre état-major. Il ordonna un retrait, non pas parce qu'il avait été vaincu, mais parce que les Américains ne se comportaient plus comme l'ennemi battu qu'il avait anticipé. Dans ses papiers personnels, Rommel enregistra plus tard son évaluation révisée. La conduite tactique de la défense ennemie a été de première classe, écrivit-il. Ils se sont très vite remis après le premier choc et ont rapidement réussi à endiguer notre avance. Cette phrase, se sont très vite remis, deviendrait un thème récurrent dans les évaluations allemandes des forces américaines pour le reste de la guerre. Les Allemands s'attendaient à ce que les Américains se brisent. Au lieu de cela, ils plièrent et rebondirent. Ce que Rommel et ses officiers ne pouvaient pas voir, c'était la machinerie du changement déjà en mouvement derrière les lignes américaines. Dans les semaines qui suivirent Kasserine, les têtes commencèrent à tomber. Le général Fredendall fut relevé de son commandement et remplacé par George S. Patton, un leader d'un genre totalement différent. Omar Bradley arriva comme commandant adjoint de corps. Toute la structure de commandement fut réorganisée. Plus important encore, l'armée américaine apprit. Les officiers, qui avaient été témoins du désastre, analysèrent ce qui s'était mal passé et mirent en œuvre des corrections. Les unités qui avaient été dispersées furent consolidées. Les programmes d'entraînement furent intensifiés. Les procédures de communication furent révisées. La coordination de l'artillerie, qui avait été au mieux sporadique, devint une priorité. La vitesse de cette adaptation choqua les commandants allemands qui s'attendaient à ce que les Américains aient besoin de mois ou d'années pour digérer leurs leçons. Au lieu de cela, des améliorations furent visibles en quelques semaines. À la bataille d'El Guettar, fin mars 1943, seulement 5 semaines après Kasserine, les forces américaines firent face à une autre attaque allemande. Cette fois-ci, elles tinrent bon. L'artillerie américaine mit en pièces les colonnes blindées allemandes. L'infanterie tint bon. Les Allemands se retirèrent, sans avoir rien accompli. Ce modèle d'apprentissage rapide définirait l'expérience militaire américaine pendant la Seconde Guerre mondiale.
Contrairement aux armées construites sur de longues traditions et des doctrines rigides, les Américains se montrèrent prêts à rejeter les méthodes qui ne fonctionnaient pas et à en adopter de nouvelles qui fonctionnaient. Ils apprirent des Britanniques, ils apprirent des Allemands. Et surtout, ils apprirent de leurs propres erreurs, et ils apprirent vite. L'armée allemande en Tunisie fut finalement prise en tenaille entre les forces américaines avançant de l'ouest et les forces britanniques pressant de l'est. Le 13 mai 1943, les restes de l'Afrika Korps se rendirent avec plus de 260 000 soldats de l'Axe. C'était une catastrophe pour l'Allemagne, la seconde après Stalingrad. Et parmi ceux qui furent capturés se trouvaient beaucoup des vétérans qui avaient raillé les soldats américains seulement 3 mois plus tôt. Mais les implications complètes de ce que cela signifiait ne deviendraient au clair qu'à l'été 1944, qu'à la Normandie, jusqu'à ce que des hommes comme Heinrich Seux voient de leurs propres yeux ce que la puissance industrielle américaine et la détermination américaine pouvaient réellement accomplir. Le matin du 6 juin 1944 changea tout ce que le soldat allemand pensait savoir sur le combat contre les Américains. Seux était positionné dans le Widerstandsnest 62, un nid de résistance fortifié surplombant ce que les Alliés avaient désigné comme Omaha Beach. Il servait une mitrailleuse MG-42 avec un champ de tir dégagé sur plusieurs centaines de mètres de sable découvert. En contrebas, les premières vagues d'infanterie américaine devraient traverser ce terrain de mise à mort sous ses canons. Lorsque les barges de débarquement apparurent à travers le brouillard matinal, Seux commença à tirer, et il ne s'arrêta pas pendant des heures. L'arme dans ses mains était une MG-42, l'une des mitrailleuses les plus efficaces de la guerre. Elle tirait à une cadence de 1200 coups par minute, si vite que les tirs individuels se fondaient en un rugissement continu. En dessous de lui, les soldats américains devaient traverser plusieurs centaines de mètres de sable découvert tout en étant exposés à ce feu. Il n'y avait ni abri, ni dissimulation, juste du sable, de l'eau et la mort lente des hommes qui n'avaient nulle part où se cacher. Seux estima plus tard qu'il avait tiré plus de 12 000 cartouches ce matin-là. Il utilisa plusieurs canons à mesure qu'il surchauffait. Il tira jusqu'à ce que ses mains soient couvertes d'ampoules et que ses oreilles sifflent, et que l'odeur du propergol brûlé remplisse le bunker. Il tira jusqu'à ce qu'il manque de munitions pour sa mitrailleuse et qu'il passe à un fusil. Il tira jusqu'à ce que les Américains finissent par percer les défenses et qu'ils soient forcés de se retirer. Ce qui s'est passé sur cette plage a été décrit dans d'innombrables histoires, mais la perspective allemande révèle quelque chose de différent des récits américains d'héroïsme et de sacrifice. Derrière sa mitrailleuse, Seux regarda vague après vague de soldats américains tombés. Il les regarda s'empiler à la limite de l'eau. Il regarda la marée monter et déplacer les corps. Et il regarda autre chose. Il les regarda continuer à avancer. Ce fut ce détail que les soldats allemands à travers la Normandie rapportèrent avec un mélange d'incrédulité et d'horreur. Les Américains ne s'arrêtaient pas. Des barges de débarquement étaient détruites et d'autres apparaissaient. Des hommes étaient fauchés sur le sable et d'autres couraient vers l'avant pour prendre leur place. Des unités entières étaient anéanties et de nouvelles unités débarquaient pour continuer l'assaut. Un opérateur radio allemand assigné à un bunker près de la position de Seux décrivit plus tard ce qu'il a vécu ce matin-là. Dans cette nuit du 6 juin, aucun d'entre nous ne s'attendait plus au débarquement, dit-il. Il y avait un vent fort, une épaisse couverture nuageuse. Mais alors dans la nuit, l'air était plein d'innombrables avions. Nous pensions, qu'est-ce qu'ils sont en train de démolir ce soir? Mais alors ça a commencé. Un message suivait l'autre. Des parachutistes atterrissent ici, des planeurs atterrissent là. Finalement, des barges de débarquement approchent. Le matin, une énorme force navale fut aperçue. Ce fut le dernier rapport que les postes d'observation avancés purent envoyer avant d'être submergés. Et ce fut le dernier rapport qu'ils reçurent sur la situation. Il n'était plus possible de se faire une idée de ce qui se passait. Les communications radio étaient embrouillées, les câbles coupés, les officiers perdaient totalement la maîtrise de la situation. Lorsque ce soldat fut finalement capturé et qu'il vit l'ampleur de ce que les Alliés avaient assemblé, sa réaction résuma ce que beaucoup d'Allemands ressentaient. Au début, j'étais plutôt déprimé, bien sûr.
dit-il. Moi, un vieux soldat, prisonnier de guerre après quelques heures du débarquement. Mais quand j'ai vu le matériel derrière le front ennemi, je n'ai pu que dire « Mon vieux, quelle chance tu as eue !» Un officier allemand de la 352e division d'infanterie, défendant le secteur voisin de la position de Sceaux, décrivit plus tard l'impact psychologique. « On nous avait dit que les Américains étaient pas de mauvais soldats, dit-il. On nous avait dit qu'ils ne se battraient pas, mais ils sont venus à travers cette plage, dans nos canons. Ils continuaient d'arriver. Nous les avons tués, et ils arrivaient encore. Aucun soldat ayant vécu cela ne pouvait maintenir du mépris pour un tel ennemi. » L'échelle physique du débarquement renforça le choc psychologique. Les défenseurs allemands regardèrent la Manche et voyaient une armada qui défiait la compréhension. Un soldat allemand capturé, marchant devant des dépôts de ravitaillement établis sur la plage quelques heures seulement après le débarquement, aurait fait une observation devenue célèbre parmi les officiers logistiques. « Je sais comment vous nous avez vaincus, dit-il. Vous avez empilé les fournitures et les avez laissés tomber sur nous. » Il avait plus raison qu'il ne le savait. La guerre en Europe était ce que les Allemands appelaient une Materialschlacht, une bataille de matériel, et les Américains menèrent cette bataille à une échelle que les Allemands pouvaient à peine imaginer. En 48 heures, après les débarquements initiaux, plus de 130 000 hommes étaient à terre. En une semaine, plus de 300 000. Les Alliés avaient construit des ports artificiels à partir de composants préfabriqués expédiés à travers la Manche. Ils avaient créé un port là où il n'en existait pas. Les officiers allemands qui avaient étudié l'impossibilité de ravitailler une force de débarquement sur des plages ouvertes, voyant maintenant l'impossible se produire devant eux. Ces ports artificiels, nommés Mulberry, étaient des merveilles d'ingénierie. Les Alliés avaient coulé de vieux navires pour créer des brise-lames. Ils avaient fait traverser la Manche à d'énormes caissons en béton. Ils avaient assemblé des pontons et des jetées pouvant monter et descendre avec les marées. Un nouveau port apparut sur la côte française en l'espace de jours. Les officiers allemands qui avaient combattu de la France à l'Afrique du Nord et à la Russie, qui avaient entendu parler des impossibilités logistiques qui avaient condamné l'opération Seelöwe, regardaient cela et comprenaient qu'ils combattaient quelque chose d'inédit. Que combattiez-vous ? Comment pouviez-vous gagner ? Il n'y avait pas plus moyen d'arrêter l'avance alliée que d'arrêter le temps lui-même. Ce qui venait n'était pas une armée, mais une force de la nature. Il n'y avait pas eu de port à partir duquel se battre, alors les Alliés en fabriquèrent un à partir de sable et d'acier. La comparaison avec la logistique allemande était frappante. La Wehrmacht dépendait encore largement des chevaux pour le transport. Son parc automobile était un fouillis assemblé de véhicules allemands, italiens, français capturés et britanniques capturés, chacun nécessitant des pièces détachées différentes qui étaient chroniquement indisponibles. Les soldats allemands avaient souvent faim, tandis que les Américains semblaient avoir de la nourriture, des munitions, du carburant et de l'équipement en quantité illimitée. Prendre un dépôt de ravitaillement américain était comme trouver une mine d'or. Les soldats allemands, qui capturaient des positions américaines, étaient stupéfaits par l'abondance. Tout ce dont un homme de combat avait besoin était organisé et en attente. Des rations comprenant du chocolat et des cigarettes, des fournitures médicales, des pièces détachées, du carburant. Le contraste avec la privation allemande était démoralisant. L'expérience allemande en Normandie força une réévaluation fondamentale des capacités militaires américaines. Mais ce n'était pas seulement le matériel qui impressionna les soldats allemands. C'était la façon dont les Américains se battaient une fois sortis de ces plages. Dans le paysage de bocage normand, les tactiques d'infanterie américaines évoluèrent à une vitesse qui alarma les commandants allemands. Les unités qui avaient mal performé dans les premiers jours adaptèrent leurs méthodes en quelques semaines. Elles développèrent de nouvelles techniques pour nettoyer les haies denses. Elles intégrèrent les chars, l'infanterie et les génies en équipes interarmes. Elles apprirent à appeler des appuis d'artillerie et aériens dévastateurs avec une coordination remarquable. Le bocage était un terrain idéal pour la défense. Des haies séculaires, vieilles de siècles, divisaient la campagne normande en milliers de petits champs. Chaque haie était perchée sur un talus de terre assez épais pour arrêter un char.
La végétation était suffisamment dense pour cacher des positions de mitrailleuses. Chaque champ était un terrain de mise à mort potentiel. Les forces allemandes utilisaient ce terrain avec expertise. Elles s'étaient retranchées, avaient établi des champs de tir imbriqués et étaient prêtes à faire saigner les Américains pour chaque mètre de terrain. Dans les premiers jours suivant les débarquements, cette stratégie fonctionna. Les unités américaines subirent de lourdes pertes en essayant de percer les haies en utilisant des tactiques conçues pour un terrain plus ouvert. Mais ensuite, les Américains s'adaptèrent. Quelqu'un, dont l'origine exacte est contestée, eut l'idée de souder des dents en acier à l'avant des chars Sherman. Ces dents, fabriquées à partir d'obstacles de plage allemands, permettaient aux chars de couper à travers les talus de haies plutôt que de les escalader, ce qui exposait leurs dessous vulnérables aux armes anti-chars allemandes. En quelques semaines, des milliers de chars américains furent modifiés. Les tactiques d'infanterie évoluèrent parallèlement à l'équipement. Les chefs de petites unités développèrent des techniques pour des assauts coordonnés sur les positions de haies. Les observateurs avancés d'artillerie perfectionnèrent les méthodes pour appeler des tirs précis sur des positions allemandes dissimulées. Les génies firent exploser des brèches pour les blinder. Les appuis aériens apprirent à opérer plus près des troupes amies sans causer de pertes fratricides. Les Allemands observèrent cette évolution avec alarme. Ils étaient habitués à combattre des ennemis qui mettaient des mois à ajuster leurs méthodes. Les Britanniques, en particulier, avaient été lents à changer. Les Américains changeaient en quelques jours. Les idées remontaient des soldats et des sergents vers les colonels et les généraux. Les solutions qui fonctionnaient étaient immédiatement partagées entre les unités. Toute l'armée semblait apprendre comme un organisme unique. Le maréchal Rommel, commandant maintenant la défense de la Normandie, nota cette adaptation avec inquiétude. « La supériorité écrasante de l'ennemi en artillerie, écrivit-il dans un rapport à Berlin, et encore plus dans les airs, a ouvert la brèche dans le front. Également évidente est leur grande supériorité en artillerie et leur approvisionnement en munitions exceptionnellement abondant. » Le système d'artillerie américain était sans équivalent parmi ce que les Allemands avaient affronté. Ce n'était pas seulement le nombre de canons, bien que ces nombres fussent impressionnants. C'était la sophistication avec laquelle ces canons étaient employés. Les centres de direction de tir américains pouvaient coordonner plusieurs batteries pour tirer simultanément sur une seule cible dans ce qu'on appelait des missions de temps sur cible. Tous les obus arrivaient au même moment, ne laissant aucun avertissement aux soldats ennemis pour se mettre à couvert. Les vétérans allemands parlaient de l'artillerie américaine avec quelque chose approchant le respect. La précision était stupéfiante. Le volume était écrasant et semblait arriver partout, tout le temps, sans fin. Un officier allemand décrivit s'être couché dans une tranchée pendant que les obus américains tombaient pendant des heures, incapables de bouger, incapables de riposter, attendant simplement que le barrage se termine ou qu'un obus le trouve. Les petits avions d'observation Piper Cub que les bataillons d'artillerie américains utilisaient devinrent des symboles de mort imminente. Les soldats allemands apprirent que s'ils voyaient l'un de ces petits aéronefs tourner au-dessus d'eux, leur position avait été repérée et les tirs d'artillerie étaient imminents. Les Allemands les appelaient leurs ennemis les plus haïs, plus redoutés que les chars ou l'infanterie. La puissance aérienne renforça l'avantage de l'artillerie. Les chasseurs bombardiers américains parcouraient l'arrière des lignes allemandes, attaquant tout ce qui bougeait. Les convois de camions étaient détruits sur les routes. Les trains étaient mitraillés dans leurs gares. Les soldats individuels apprirent à se figer au son des moteurs d'avion, sachant que tout mouvement pouvait attirer une attaque. Les renforts allemands se déplaçant vers la Normandie devaient voyager de nuit et se cacher le jour. Les unités qui auraient dû atteindre le front en quelques heures mettèrent des jours. Le carburant et les munitions qui auraient dû ravitailler les troupes de première ligne étaient détruits avant d'arriver. Les Allemands se retrouvèrent à combattre avec une main attachée dans le dos, tandis que les Américains semblaient avoir des ressources illimitées. Mais ce qui changea vraiment les perceptions allemandes, ce n'était pas la puissance de feu américaine, c'était l'agressivité américaine. Les vétérans allemands qui avaient combattu contre les Britanniques, les Français et les Soviétiques rapportèrent quelque chose de distinctif dans le comportement au combat américain. Un ancien soldat de la Wehrmacht, interrogé après la guerre,
le décrivit ainsi. Les Britanniques étaient compétents et professionnels, mais lents. Ils n'attaquaient qu'avec une force absolument écrasante. Les Russes étaient des soldats capables, mais leur tactique était souvent grossière. Les Américains étaient différents. Ce qui frappa le plus les soldats allemands, ce fut l'agressivité américaine. S'il y avait quelque chose de différent entre les Américains et les autres alliés européens, c'était comment ils réagissaient à une attaque. Les autres alliés riposteraient immédiatement et se déplaceraient progressivement vers une position plus favorable. Les Américains riposteraient immédiatement, feraient pleuvoir un déluge punitif d'artillerie ou de puissance aérienne sur ce qu'ils combattaient, et se déplaceraient pour contre-attaquer dès que le bombardement cessait. Les vétérans allemands décrivirent cette combinaison de puissance de feu et d'élan vers l'avant comme sans équivalent avec ce qu'ils avaient vécu sur d'autres fronts. Cette agressivité prit les forces allemandes au dépourvu. Elles étaient habituées à des réponses mesurées, à des ennemis qui consolidaient leurs gains avant d'avancer. Les Américains avançaient immédiatement. Ils acceptaient des pertes qui auraient fait hésiter d'autres armées et ils continuaient d'attaquer. Les vétérans allemands ne comparèrent cela à rien de ce qu'ils avaient connu auparavant. Les Britanniques attaquaient méthodiquement avec des préparations minutieuses et une force écrasante, mais ils s'arrêtaient aussi pour se réorganiser après avoir atteint un objectif. Les Soviétiques attaquaient avec de la masse et un mépris des pertes, mais souvent sans sophistication tactique. Les Américains combinaient l'agressivité des Soviétiques avec l'organisation des Britanniques et ajoutaient leur propre volonté distinctive d'improviser. Les vétérans allemands qui survécurent à la campagne de Normandie décrivirent constamment les tactiques américaines comme implacables. Le rythme ne ralentissait jamais. Avant que les défenseurs ne puissent se remettre d'une attaque, une autre les frappait d'une direction différente. Les pertes qui auraient arrêté d'autres forces semblaient seulement alimenter la détermination américaine. C'était épuisant juste d'essayer de survivre face à une telle pression constante. Ce rythme d'opération maintenu jour après jour et semaine après semaine épuisa les défenseurs allemands. Les unités qui avaient été au complet furent réduites à l'état d'ombre. Les officiers qui avaient survécu à des années de combat furent tués ou blessés. La pression implacable combinée à une puissance de feu écrasante et à des approvisionnements sans fin créa des conditions dans lesquelles une défense efficace devenait impossible. Dans le même temps, les soldats allemands notèrent une contradiction qui les dérouta. Ces mêmes combattants agressifs traitèrent les prisonniers et les civils avec une considération qui semblait incompatible avec leur férocité au combat. La propagande allemande avait averti les soldats de s'attendre à de la brutalité de la part des Américains. Au lieu de cela, les Allemands capturés se retrouvèrent souvent se voir offrir des cigarettes, du chocolat et des soins médicaux. Le contraste entre l'attente et la réalité laissa de nombreux prisonniers stupéfaits. On leur avait dit que les Américains seraient cruels et vengeurs. Au lieu de cela, ils trouvèrent des vainqueurs qui suivaient la Convention de Genève, fournissaient des soins médicaux et traitaient les prisonniers avec une dignité que beaucoup n'attendaient d'aucun ennemi. Les officiers allemands devenus prisonniers notèrent la relation informelle entre les officiers américains et les hommes de troupe. L'absence de hiérarchie rigide les surprit. Les officiers américains mangeaient avec leurs hommes, plaisantaient avec eux et les traitaient comme des collègues plutôt que des subordonnés. Cette informalité, que la culture militaire allemande aurait considérée comme une faiblesse, semblait produire des soldats qui combattaient avec initiative et détermination. Cette combinaison de férocité au combat et de traitement humain créa une dissonance cognitive pour les soldats allemands. L'ennemi était simultanément plus agressif au combat et plus civilisé dans la victoire qu'il ne s'y attendait. L'image de propagande de l'Américain mou et décadent avait heurté la réalité, et la réalité avait gagné. En décembre 1944, les forces allemandes à l'ouest avaient été repoussées jusqu'à leurs propres frontières. Hitler, désespéré d'inverser la marée, rassembla ses dernières réserves pour une offensive finale. L'opération Wacht am Rhein frapperait à travers la forêt des Ardennes, la même route que les forces allemandes avaient utilisée pour vaincre la France en 1940. Le but était de diviser les armées alliées
et de capturer le port vital d'Anvers. La bataille des Ardennes deviendrait la plus grande bataille jamais livrée par l'armée américaine, et elle fournirait la preuve ultime de la façon dont les perceptions allemandes des soldats américains avaient complètement changé. L'offensive était le pari personnel d'Hitler. Contre l'avis de ses généraux, il avait rassemblé pratiquement toutes les réserves que la Wehrmacht pouvait rassembler. 3 armées, plus de 200 000 hommes, près d'1 millier de chars. L'objectif était audacieux. Frapper à travers la même forêt des Ardennes qui avait permis la victoire allemande en 1940. Diviser les armées alliées, capturer Anvers, forcer les alliés occidentaux à négocier. Les commandants allemands étaient sceptiques. Le maréchal Gerd von Rundstedt et le maréchal Walter Model croyaient tous deux que le plan était trop ambitieux compte tenu des ressources disponibles. Model aurait dit à ses subordonnés que le plan n'avait pas plus de 10% de chances de succès, mais Hitler ne voulait entendre aucune objection. L'attaque allait avoir lieu. Le 16 décembre 1944, plus de 200 000 soldats allemands, avec près d'1 millier de chars, lancèrent une attaque surprise contre des positions américaines faiblement étendues sur 140 km des Ardennes. Le moment était délibéré. Hitler avait attendu des conditions météorologiques qui cloueraient au sol les avions alliés. Un épais brouillard et de la neige recouvraient la région, neutralisant la supériorité aérienne qui avait dévasté les forces allemandes en Normandie. L'assaut initial obtint une surprise tactique totale. Les unités américaines, beaucoup d'entre elles inexpérimentées ou épuisées par les combats précédents, furent submergées. Dans certains secteurs, les forces allemandes avancèrent de 80 km dans les premiers jours. La surprise était totale. Le renseignement allié avait échoué à détecter l'énorme concentration allemande. Les commandants, qui auraient dû être alertés de la possibilité d'une attaque, s'étaient convaincus que la guerre était presque gagnée. Le secteur des Ardennes était considéré comme une zone calme, un endroit pour reposer des divisions fatiguées et en entraîner de nouvelles. Certains soldats américains étaient tellement complaisants qu'ils l'appelaient le front fantôme. Les forces allemandes exploitèrent cette complaisance sans pitié. Des commandos spécialement entraînés portant des uniformes américains s'infiltrèrent derrière les lignes alliées pour semer la confusion. Ils changèrent les panneaux routiers, coupèrent les fils de communication, répandirent de fausses rumeurs. Les procédures de sécurité américaines sombrèrent dans le chaos alors que les soldats essayaient de distinguer les vrais Américains des infiltrés allemands en posant des questions sur le baseball et les capitales des États. Un instant, il sembla que l'ancienne évaluation allemande pourrait être confirmée. Des unités américaines se brisèrent. Des milliers se rendirent. La division la plus inexpérimentée, la 106e d'infanterie, perdit 2 régiments entiers, plus de 7000 hommes, dans l'une des plus grandes redditions de masse de l'histoire militaire américaine. Mais alors, quelque chose arriva. Quelque chose qui cristallisa tout ce que les soldats allemands avaient appris sur leur ennemi au cours des 2 années précédentes. Les forces américaines dans la ville carrefour de Bastogne refusèrent de battre en retraite. Encerclés par les forces allemandes exigeant leur reddition, le brigadier général Anthony McAuliffe renvoya une réponse d'un seul mot, « Nuts », des clous. Ce seul mot communiquait quelque chose que les Allemands avaient fini par comprendre à travers une expérience amère. Les Américains ne se briseraient pas. Ils n'abandonneraient pas. Ils pouvaient être tués, mais on ne pouvait pas les faire arrêter de se battre. La défense de Bastogne devint légendaire. La ville se trouvait à la jonction de 7 routes, la rendant essentielle pour la logistique allemande. Sans Bastogne, l'offensive allemande ne pouvait être soutenue. Alors, les Allemands exigèrent la reddition et les Américains refusèrent. À l'intérieur du périmètre, les conditions étaient désespérées. La 101e division aéroportée, qui avait été précipitée vers Bastogne, manquait de munitions, de nourriture et de fournitures médicales. Les blessés gisaient dans des hôpitaux de fortune sans soins adéquats. Le temps était brutal avec des températures bien en dessous de 0 et de la neige tombant constamment. Les forces allemandes encerclaient complètement la ville. Pourtant, les défenseurs tinrent bon. Lorsque les attaques allemandes testèrent le périmètre, les parachutistes américains les repoussèrent. Lorsque les munitions vinrent à manquer, les soldats en récupérèrent sur les morts
et utilisèrent des armes ennemies capturées. Lorsque l'appui d'artillerie semblait impossible, les observateurs avancés trouvèrent des moyens d'appeler des tirs de canon qui n'auraient pas dû pouvoir atteindre. La défense fut ingénieuse, déterminée et absolument obstinée. Le 26 décembre, des éléments de la 3e armée du général George Patton percèrent jusqu'à Bastogne. La force de secours avait parcouru plus de 240 kilomètres dans des conditions hivernales, combattant la résistance allemande tout du long. Ce mouvement, exécuté en seulement quelques jours, fut considéré comme l'une des réalisations les plus remarquables de la logistique et du commandement américain de toute la guerre. Au carrefour critique de Saint-Vith, les forces blindées américaines tinrent bon pendant 6 jours contre des chances écrasantes, gagnant du temps pour que les forces alliées organisent une réponse. De petites unités de génie et d'infanterie retardèrent les pointes allemandes en défendant des carrefours qu'elles n'avaient aucun espoir réaliste de tenir. Des soldats brûlèrent ou déplacèrent des stocks d'essence critiques pour les empêcher de tomber aux mains des chars allemands, désespérément à court de carburant. La vitesse et la précision avec lesquelles l'artillerie américaine répondit à l'offensive stupéfia les commandants allemands. Des unités qui avaient été en désordre 48 heures plus tôt délivraient soudainement des tirs coordonnés qui brisaient les formations allemandes. À la crête d'Elsenborn, dans le secteur nord de la Poche, les forces américaines concentrèrent près de 350 canons et créèrent ce que les soldats allemands décrivirent comme un mur d'acier. La 6e armée Panzer SS, la formation d'élite d'Hitler, se heurta littéralement à ce mur. Leur avance s'arrêta net. Lorsque le temps se dégagea le 23 décembre, la puissance aérienne américaine entra dans la bataille. L'impact fut dévastateur. Les chars, camions et troupes allemands, qui s'étaient déplacés librement sous la couverture nuageuse, furent soudainement exposés à des attaques incessantes. Les approvisionnements en carburant, déjà très bas, furent détruits sur les routes. L'offensive, qui dépendait de la vitesse et de l'élan, s'enlisa. Les chasseurs bombardiers apparurent en vagues. Les P-47 transportant des bombes et des roquettes attaquèrent les colonnes blindées allemandes. Les transports C-47 larguèrent des fournitures à Bastogne assiégées. Les bombardiers moyens frappèrent les dépôts de ravitaillement et les voies ferrées allemands. Le ciel, qui avait protégé l'avance allemande pendant des jours, devint maintenant leur ennemi. Les soldats allemands qui avaient subi le poids total de la puissance aérienne alliée en Normandie reconnurent immédiatement ce que cela signifiait. La fenêtre d'opportunité se refermait. Sans carburant, les chars devenaient des cercueils d'acier. Sans munitions, l'artillerie tombait silencieuse. Sans approvisionnement, les hommes mouraient de faim et de froid. La pénurie de carburant devint critique. Les chars allemands, cœur de l'offensive, ne pouvaient plus bouger. Certains équipages drainèrent le carburant d'un véhicule pour permettre à un autre d'avancer. D'autres abandonnèrent complètement leurs machines, incapables de les ravitailler. La 116 Panzer-Division termina la bataille sans un seul char opérationnel parce qu'il n'y avait plus de carburant pour les faire fonctionner. À la mi-janvier 1945, la poche des Ardennes avait été éliminée. Les pertes allemandes dépassèrent 100 000 tués, blessés ou disparus. Plus important encore, la Wehrmacht avait dépensé ses dernières réserves. Il n'y aurait plus d'offensive, plus de contre-attaque, seulement la retraite. Le coût humain était stupéfiant des deux côtés. Les pertes américaines dépassèrent 80 000, dont plus de 19 000 tués. C'était la bataille la plus coûteuse de l'histoire américaine. Mais alors que les pertes américaines pouvaient être remplacées, les pertes allemandes ne le pouvaient pas. Les hommes, les chars, le carburant, les munitions dépensées dans les Ardennes représentaient des ressources que l'Allemagne ne pourrait jamais récupérer. Le Premier ministre britannique Winston Churchill appela la bataille des Ardennes indubitablement la plus grande bataille américaine de la guerre. Les soldats allemands qui y survécurent en tirèrent une évaluation d'un autre genre. Ils avaient en vue une armée qui pouvait absorber une attaque surprise dévastatrice, stabiliser ses lignes et contre-attaquer avec une force écrasante, le tout en l'espace de quelques semaines. Lorsqu'on demanda à un commandant blindé allemand ce qu'il pensait maintenant du soldat américain, sa réponse fut brève. « À quoi bon tout cela ? J'ai une femme et des enfants. »
La question contenait sa propre réponse. Face à un ennemi aux ressources illimitées, à la détermination illimitée et à la capacité démontrée de se remettre de tout revers, la résistance continue était futile. Au printemps 1945, les soldats allemands se rendaient en nombre sans précédent. Plus de 317 000 furent capturés dans la seule poche de la Ruhr, le double de ce que le renseignement américain avait estimé. Beaucoup cherchaient activement à se rendre aux unités américaines, préférant la captivité américaine à celle des soviétiques. La poche de la Ruhr fut le coup de grâce pour la Wehrmacht à l'ouest. Les forces américaines et britanniques avaient encerclé le cœur industriel de l'Allemagne, piégeant près de 350 000 soldats de l'Axe. Jour après jour, des haut-parleurs américains diffusaient des appels à la reddition. Jour après jour, la poche rétrécissait alors que les unités allemandes manquaient de nourriture, de munitions et d'espoir. Les soldats allemands prirent leurs décisions en fonction de ce qu'ils avaient appris sur leur ennemi. Ceux du front de l'Est savaient ce que signifiait la capture par les soviétiques. Les atrocités commises par les forces allemandes en Russie étaient rendues au centuple. Mais la capture par les Américains était différente. Le mot s'était répandu dans la Wehrmacht que les Américains traitaient les prisonniers conformément à la Convention de Genève, qu'ils fournissaient de la nourriture et des soins médicaux. Ils n'exécutaient pas les soldats qui se rendaient. Cette connaissance façonna le comportement allemand à l'effondrement du Reich. Des unités se battaient désespérément pour s'échapper vers l'ouest afin de pouvoir se rendre aux Américains plutôt qu'aux Soviétiques. Des soldats jetaient leurs armes et marchaient vers les lignes américaines les mains en l'air. Des officiers négociaient la reddition de divisions entières. Le contraste avec le front de l'Est ne pouvait être plus frappant. Contre les Soviétiques, les soldats allemands se battaient avec le désespoir d'hommes qui savaient que la capture signifiait la mort ou le goulag. Contre les Américains, la reddition devint un choix rationnel. Mieux valait passer la guerre dans un camp de prisonniers américains que de mourir dans une bataille sans espoir. Un soldat allemand, interrogé sur les raisons de sa reddition aussi prompte, donna une réponse qui reflétait la vision transformée de l'ennemi américain. Les Allemands auraient dû penser à certaines de ces choses avant de commencer la guerre, dit-il, surtout avant d'attaquer les Russes. Mais lorsqu'on a le choix entre les geôliers, j'étais content de me rendre aux Américains. En 2017, un Allemand nommé Günther Graf, alors âgé de 91 ans, enfourcha un vélo électrique pour se rendre à la base militaire de Joint Base Lewis McChord dans l'État de Washington. Il avait fait ce voyage pour dire merci. Grau avait été capturé en Normandie en août 1944, blessé par une grenade à l'âge de 18 ans. Il avait été transporté dans un camp de prisonniers de guerre sur ce qui est maintenant Joint Base Lewis McChord. Ce qu'il y vécut contredisait tout ce qu'on lui avait dit sur les Américains. Au lieu de brutalité, il trouva des glaces et du Coca-Cola. Au lieu de travail forcé et de famine, il trouva un travail payé 80 cents par jour et une nourriture plus abondante que tout ce qui était disponible dans l'Allemagne en guerre. Il écrivit plus tard que se tenir devant un magasin dans le camp de prisonniers, à essayer de décider s'il achèterait une glace ou un Coca-Cola, et réalisant soudain à quel point il avait eu de la chance incroyable d'avoir été capturé par les Américains plutôt que par les Russes. Graf n'était pas unique. À travers les États-Unis, les prisonniers de guerre allemands étaient détenus dans des camps dont beaucoup se souvenaient comme de la période la plus confortable de leur expérience de guerre. Ils travaillaient dans des fermes. Ils apprenaient l'anglais. Certains formèrent des amitiés avec des gardes américains et des civils locaux qui durèrent le reste de leur vie. Il y eut plus de 400 camps de prisonniers de guerre disséminés à travers les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, détenant près de 400 000 prisonniers allemands au plus fort. Les camps devinrent de petites communautés allemandes au cœur de l'Amérique. Les prisonniers produisaient des journaux en allemand. Ils organisaient des orchestres et des groupes de théâtre. Ils jouaient au football sur des terrains entourés de barbelés. De nombreux fermiers américains en vinrent à compter sur la main-d'œuvre des prisonniers allemands. Les prisonniers récoltèrent des cultures, défrichèrent des terres et effectuaient les travaux agricoles que les hommes américains partis à la guerre ne pouvaient plus faire. Certains fermiers développèrent un respect sincère pour l'éthique de travail de leurs ouvriers allemands.
Certains Allemands furent surpris de constater que la haine américaine à laquelle on les avait préparés n'existait tout simplement pas. Le traitement n'était pas parfait. Les conditions variaient d'un camp à l'autre. Certains prisonniers firent face à de l'hostilité, certains subirent des mauvais traitements. Mais comparé à ce que les prisonniers de guerre vécurent ailleurs dans le monde, y compris ce que les prisonniers détenus par l'Allemagne subirent, les camps américains étaient remarquablement humains. La nourriture était abondante. Les prisonniers allemands mangeaient les mêmes rations que les soldats américains. Des soins médicaux étaient fournis. Le travail était souvent dur, mais pas punitif. Des programmes éducatifs étaient disponibles. Les services religieux étaient permis. Le contraste avec la famine, la brutalité et le meurtre qui caractérisaient les camps allemands pour prisonniers soviétiques était absolu. Certains prisonniers allemands prirent en fait du poids pendant leur captivité. Ce détail, trivial en soi, devint symbolique de l'approche américaine. Les Américains avaient des ressources à revendre. Ils pouvaient se permettre de traiter même leurs ennemis avec bienveillance. Cette abondance était en elle-même une démonstration de la puissance nationale qui impressionna les prisonniers allemands bien plus qu'aucune propagande n'aurait pu le faire. Ce traitement créa une impression puissante qui persista longtemps après la guerre. Les vétérans allemands qui avaient combattu les Américains parlaient souvent de leur ancien ennemi avec un respect qui surprenait les jeunes générations. Ils s'attendaient à des monstres et trouvèrent des êtres humains. Ils s'attendaient à de la barbarie et trouvèrent une étrange combinaison de violence écrasante au combat et de véritable décence dans la victoire. Heinrich Soo, le mitrailleur d'Omaha Beach, survécut à la guerre. Il retourna à l'agriculture en Basse-Saxe et essaya d'oublier ce qu'il avait fait le 6 juin 1944. Mais les souvenirs ne le quittèrent pas. Pendant des années, Soo ne parla à personne de son expérience sur la plage. Il continua sa vie, se maria, éleva une famille, travailla la terre. Mais la nuit, les images revenaient. Les barges de débarquement, les soldats courant dans le ressac, les corps s'empilant sur le sable, les tirs sans fin. En 1959, Soo tomba sur une série d'articles de magazines sur le jour J, écrite par le journaliste Paul Carrel. En lisant les récits, il remarqua quelque chose d'étrange. Aucun d'eux ne mentionnait la section de plage qu'il avait défendue. La position dont il savait qu'elle avait infligé des pertes dévastatrices à l'assaut américain avait simplement été laissée de côté de l'histoire. Soo contacta Carrel, qui le reconnut comme un témoin précieux. Grâce aux relations du journaliste, Soo put contacter d'autres vétérans qui avaient défendu le même secteur. Ensemble, ils reconstituèrent ce qui s'était passé ce matin-là. En 1963, Soo retourna en Normandie pour la première fois. Il visita le cimetière américain surplombant la plage où il avait tiré avec sa mitrailleuse. Il marcha parmi les croix blanches, marquant les tombes d'hommes qu'il avait peut-être tués, et il pleura. Le cimetière de Colville-sur-Mer contient les restes de plus de 9000 militaires américains, la plupart tués pendant le débarquement en Normandie. Les croix blanches et les étoiles de David s'étendent sur des pelouses parfaitement entretenues, surplombant les plages mêmes où ils sont tombés. Pour Soo, marcher parmi ces tombes, c'était affronter le coût humain de ses actions d'une manière qui ne pouvait être évitée ou minimisée. Plus tard, grâce aux efforts d'historiens, Soo fut mis en contact avec un vétéran américain nommé David Silva, qui avait été blessé sur cette même plage. Les deux hommes se rencontrèrent en Normandie en 2004, 60 ans après la bataille. Ils s'embrassèrent. Ils pleurèrent ensemble. Ils passèrent 4 jours à filmer, revivant les événements qui les avaient réunis. Avant de se séparer, les deux hommes convinrent que ce serait leur dernier voyage en Normandie. C'était leur façon de s'assurer qu'ils ne se reverraient plus jamais dans cette vie. Soo mourut en 2006. Silva le suivit en 2010. La transformation dans la façon dont les soldats allemands percevaient les troupes américaines entre 1943 et 1945 fut profonde et complète. Elle passa du mépris au respect et à quelque chose approchant la crainte. Au col de Kasserine, les vétérans allemands s'attendaient à une victoire rapide contre des amateurs mous. À la fin des Ardennes,
Ils avaient appris que les forces américaines pouvaient absorber des revers catastrophiques et en ressortir plus fortes. Ils avaient vu une capacité industrielle qui pouvait fournir des remplacements sans fin d'hommes et de matériel. Ils avaient expérimenté une artillerie et une puissance aérienne si écrasantes que le courage individuel et la compétence tactique devenaient sans importance. Mais peut-être que la leçon la plus importante que les soldats allemands tirèrent de leur expérience de combat contre les Américains fut aussi la plus surprenante. L'ennemi qu'on leur avait appris à mépriser comme faible et décadent se révéla non seulement militairement redoutable, mais aussi remarquablement humain dans la victoire. Le maréchal Rommel, qui avait rencontré pour la première fois les forces américaines à Kasserine, en vint à incarner la perspective allemande changée. Son mépris initial s'était transformé en respect professionnel. L'ennemi qu'il avait autrefois espéré écraser en quelques semaines s'était plutôt amélioré sans relâche, avait appris de chaque défaite et n'avait jamais cessé d'avancer. En 2001, l'historien allemand Sönke Neitzel découvrit une archive remarquable dans les archives nationales britanniques. Cachée dans des fichiers récemment déclassifiés, se trouvaient des milliers de pages de transcriptions de conversations secrètement enregistrées entre prisonniers de guerre allemands. Ces hommes avaient parlé librement, croyant leurs conversations privées, révélant leurs vraies pensées sur la guerre, sur leur ennemi, sur ce qu'ils avaient vécu. La découverte était extraordinaire. Pendant la guerre, les services de renseignement britanniques et américains avaient équipé des camps de prisonniers de guerre de microphones cachés. L'intention était de recueillir des renseignements militaires, des informations sur les armes, les tactiques et les déploiements de troupes allemands. Mais les enregistrements capturèrent bien plus que cela. Ils capturèrent des soldats allemands se parlant entre eux comme seuls les soldats le font, sans le filtre de la propagande ou le besoin de maintenir le moral. Neitzel finit par trouver des transcriptions supplémentaires aux archives nationales de Washington, plus de 150 000 pages au total. Les enregistrements couvraient des soldats de toutes les branches de l'armée allemande, des simples soldats aux généraux, des captures précoces aux redditions tardives. Ensemble, ils offrirent une fenêtre sans précédent sur l'esprit du soldat allemand. Dans ces conversations apparemment privées, les soldats parlaient librement et ouvertement de leurs espoirs et de leurs peurs, de leurs préoccupations et de leur vie quotidienne, avec une banalité qui peut paraître choquante aux lecteurs modernes. Ils parlaient aussi des horreurs de la guerre, de la violence, de la mort, et à plusieurs reprises de l'ennemi qu'ils affrontaient. Dans ces enregistrements, les soldats allemands discutaient des Américains avec une franchise impossible dans les canaux officiels. Ils parlaient de la puissance de feu écrasante à laquelle ils avaient fait face. Ils parlèrent de l'agressivité implacable américaine au combat, et à plusieurs reprises exprimaient un respect réticent pour un ennemi qu'ils s'attendaient à mépriser. Les enregistrements révélèrent que les soldats allemands respectaient généralement les Britanniques et les Américains, mais pas les Soviétiques. Ils parlaient de l'abondance matérielle américaine avec un mélange d'envie et de désespoir. Ils discutaient des tactiques américaines avec une analyse professionnelle. Et ils reconnaissaient, avec des mots qu'ils n'auraient jamais mis dans une lettre à la maison, que l'ennemi qu'on leur avait appris à sous-estimer était tout sauf faible. Une conversation enregistrée captura l'évolution de la pensée allemande. Un vétéran expliqua à un nouveau prisonnier que les Américains n'étaient pas ce que la propagande avait promis. Ils n'étaient pas mous. Ils n'étaient pas lâches. Ils combinaient des ressources matérielles écrasantes avec une agressivité au combat qui prenait les forces allemandes au dépourvu. Les soldats professionnels de la Wehrmacht s'attendaient à des amateurs et trouvèrent plutôt un ennemi qui apprenait plus vite, s'adaptait plus facilement et n'arrêtait jamais de presser vers l'avant. L'expérience allemande des soldats américains pendant la Seconde Guerre mondiale offre une leçon qui va au-delà de l'histoire militaire. C'est une leçon sur le danger de sous-estimer un ennemi sur la base d'hypothèses culturelles. C'est une leçon sur l'écart entre la propagande et la réalité. Et c'est une leçon sur la rapidité avec laquelle un mépris confiant peut se transformer en un respect craintif face à des preuves qui contredisent des croyances chéries. La culture militaire allemande des années 1930 et 1940 mettait un accent énorme sur la tradition guerrière. La Wehrmacht se voyait comme l'héritière de l'excellence militaire prussienne, héritière de Frédéric le Grand et des victoires de 1870 et 1914.
Ils avaient été formés à croire que la prouesse militaire allemande était inégalée, que leur professionnalisme et leur discipline surmonteraient tout désavantage numérique. Les États-Unis, en revanche, semblaient être l'opposé de tout ce que l'armée allemande valorisait. La société américaine était diverse et démocratique. Les traditions militaires américaines étaient courtes et, aux yeux allemands, peu impressionnantes. Les soldats américains étaient des civils en uniforme, pas des guerriers professionnels. L'hypothèse que de tels hommes ne pourraient jamais égaler les soldats allemands au combat semblait presque évidente. Cette hypothèse s'avéra catastrophiquement fausse. Les Américains apprirent plus vite que les Allemands ne s'y attendaient. Ils s'adaptèrent plus facilement. Ils absorbèrent des pertes qui auraient brisé d'autres armées et continuèrent à se battre. Ils apportèrent des ressources industrielles à une échelle qui faisait paraître les efforts allemands comme une industrie artisanale. En 1945, la Wehrmacht avait appris à craindre l'ennemi qu'elle avait autrefois moqué. Non pas parce que les soldats américains étaient individuellement supérieurs, bien que beaucoup se soient révélés d'excellents combattants, mais parce que le système américain, la combinaison de ressources, de flexibilité, d'agressivité et de détermination, créa une force de combat qu'on ne pouvait pas arrêter. Les soldats allemands qui firent face aux Américains entre 1943 et 1945 apprirent cette leçon à la dure. Ils payèrent leur méprise initial dans le sang. À la fin, la Wehrmacht avait perdu près de 600 000 hommes comme prisonniers à l'Ouest seulement, la plupart aux mains des forces américaines. Lorsque les armes se turent finalement, en mai 1945, plus d'1 million de soldats américains se tenaient sur le sol allemand. Ils avaient traversé un océan, percé le mur de l'Atlantique, combattu à travers le bocage, les forêts et les montagnes de l'Europe de l'Ouest, et vaincu un ennemi qui avait conquis la majeure partie d'un continent. Le voyage de Kasserine à Berlin avait pris un peu plus de 2 ans. Dans ce laps de temps, l'armée américaine s'était transformée d'une force inexpérimentée qui pouvait être mise en déroute par des unités allemandes aguerries en un rouleau compresseur qui écrasait tout sur son passage. Les Allemands avaient vu cette transformation se produire, en avaient été les victimes et avaient appris des leçons douloureuses sur le danger de sous-estimer un ennemi. Le déséquilibre matériel à lui seul était stupéfiant. Les usines américaines produisirent près de 50 000 chars Sherman pendant la guerre, plus que la production totale de chars de l'Allemagne, tout type confondu. Les chantiers navals américains lancèrent plus de tonnage en un seul mois que les Allemands ne pouvaient en couler en un an. Les programmes de formation américains produisaient des pilotes plus vite que la Luftwaffe ne pouvait les abattre. Les chiffres étaient tout simplement insurmontables, mais les chiffres seuls ne vainquirent pas l'Allemagne. L'armée rouge disposait de nombre d'hommes bien plus grands et lutta encore contre la Wehrmacht pendant des années. Ce qui rendit les Américains différents fut la combinaison de l'abondance avec l'adaptabilité, des ressources avec la volonté d'apprendre, de la force écrasante avec la flexibilité tactique. Les soldats allemands remarquèrent toutes ces qualités. Ils remarquèrent que les unités américaines qui avaient de mal performé un jour faisaient de mieux le lendemain. Ils remarquèrent que les solutions américaines aux problèmes tactiques se répandaient rapidement dans toute l'armée. Ils remarquèrent que les commandants américains étaient prêts à essayer de nouvelles approches plutôt que de s'accrocher à une doctrine qui ne fonctionnait pas. Cette flexibilité, plus qu'une arme ou une tactique particulière, rendit les Américains dangereux. Les soldats allemands qui furent témoins de cette transformation gardèrent leurs souvenirs pour le reste de leur vie. Certains, comme Gravé, en vinrent à ressentir de la gratitude envers leur ancien ennemi. D'autres, comme Heinrich Soo, portèrent une culpabilité et un chagrin qui ne guérirent jamais complètement. Tous avaient été forcés d'abandonner les certitudes confortables de la propagande et de confronter une vérité inconfortable. Les Américains n'étaient pas ce qu'on leur avait dit. Ils étaient au quelque chose de bien plus redoutable, et au moment où les soldats allemands le comprirent, il était bien trop tard. C'est la leçon qui émerge de l'expérience allemande des soldats américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Les perceptions formées dans l'ignorance ne peuvent persister que jusqu'à ce qu'elles entrent en collision avec la réalité. Et lorsque cette collision se produit, le réveil est souvent brutal, définitif et irréversible. Les vétérans qui survécurent à cette collision des deux côtés passèrent le reste de leur vie à assimiler ce qu'ils avaient vécu.
Certains trouvèrent la réconciliation, comme Saul et Silva, se rencontrant 60 ans après avoir essayé de se tuer. Certains trouvèrent la paix, comme Gros, traversant un océan à vélo pour dire merci. Certains ne se remirent jamais, hantés par des souvenirs qu'aucune quantité de temps ne pouvait diminuer, mais tous, Allemands et Américains, savèrent quelque chose qui ne peut être appris que par l'expérience directe. Ils savaient ce que la guerre coûte vraiment. Ils savaient ce dont les hommes sont capables, le pire comme le meilleur. Et ils savaient que l'ennemi qu'on leur avait appris à haïr était, en fin de compte, fait de la même chair et du même sang, des mêmes espoirs et des mêmes peurs qu'eux-mêmes. Si vous avez trouvé cette exploration de l'histoire convaincante, prenez un moment pour apprécier cette vidéo. Cela nous aide à partager davantage de ces perspectives inédites de la Seconde Guerre mondiale. Abonnez-vous pour rester connecté à ces histoires cachées de l'histoire. Chacune mérite d'être rappelée et nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous en nous indiquant d'où vous regardez. Notre communauté s'étend à travers le globe, des vétérans aux passionnés d'histoire, et vous faites partie de quelque chose de spécial ici. Merci de regarder et merci de garder ces histoires vivantes.